Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous regardez i24 News. Surtout, restez avec nous. C'est votre rendez-vous avec le sport. Au menu du jour, les JO de Sotchi. Avec une belle histoire, deux jumeaux se retrouvent sur le même podium. Ça se passe en patinage de vitesse. Vous les verrez dans cette émission. Football avec la Copa del Rey, le Real Madrid part largement favori pour sa demi-finale contre l'Atlético Madrid. Mais en football, rien n'est jamais joué. Football toujours, image surprenante au Portugal, le toit du stade de la Luz à Lisbonne part en lambeaux sous les assauts de rafales de vent. Et puis enfin du golf, après Tiger Woods, je vous présente sa nièce, Cheyenne Woods, elle a 23 ans et elle remporte son premier tournoi. Et nous sommes en ligne avec notre correspondante à Sotchi sur place, Christelle Pascal. Christelle, bonjour. Bonjour. Une journée très chargée aujourd'hui à Sotchi. Alors très brièvement, quels sont les résultats à retenir? Oh là, une journée effectivement chargée. Sur le site montagne, alors nous avons eu du ski de fond. Nous avons eu du ski de fond avec pas de grandes performances côté français puisque seulement les quarts de finale pour les hommes et les demi-finales pour les femmes. Et puis nous sommes en train de vivre la poursuite dames en biathlon. Ce soir, nous aurons Colline Mattel, la Française, qui va jouer sans doute une médaille pour la première fois avec cette nouvelle discipline olympique qui est le saut à ski pour les femmes, puisque c'est vraiment la première fois qu'elle rentre aux Jeux Olympiques, cette discipline. Voilà, il s'est passé tout ça. La descente dames a été annulée, l'entraînement. Demain, il y aura la course. Aujourd'hui, il y avait un dernier entraînement qui a été annulé en raison des conditions climatiques. La neige était trop molle, il fait très chaud ici. Alors c'est la course aux médailles pour les athlètes, mais c'est aussi la course pour vous les journalistes, parce que vous allez d'un site à un autre sans cesse. Vous y arrivez, c'est pas trop difficile. Vous faites du sport vous aussi, Christelle, sur place? Il faut mettre des bonnes chaussures de course et puis courir d'une épreuve à l'autre. En même temps, on ne peut pas non plus se dédoubler, donc c'est vrai qu'il y a un programme un peu ciblé en fonction des spécialités de chacun. Il est vrai que moi, je suis plutôt sur la montagne et pas trop sur la glace en bas qui se passe à Sotchi. Et ensuite, avec les moyens de transport et les différences, les kilomètres qu'il y a entre les épreuves, voilà, on ne peut pas tout suivre. On en voit beaucoup ici aussi depuis le Club France qui est basé à Krasnaya Poliana, en bas des sites. Alors il y a une discipline qui est apparue cette année, puisque vous parlez de glace pour la première fois, c'est le patinage artistique par équipe. La Russie y a accordé une grande importance, il faut dire que c'est une épreuve très prestigieuse, et bien justement, les Russes l'ont emporté, Christelle. Et oui, les Russes l'ont emporté et c'est une très très belle médaille. Et c'est vrai qu'il y a un engouement ici très chauvin de la part des Russes. Ils clament vraiment dans tous les gradins Russia, Russia, et ils sont vraiment derrière leurs athlètes. Il y a même en ski de fond des Français qui se sont plaints, entre guillemets, parce qu'ils étaient à côté de Russes qui couraient et ils étaient tellement portés par le public que c'était difficile pour les autres d'arriver à s'exprimer. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un bel engouement du pays envers ces champions. Alors on passe au patinage de vitesse avec une belle histoire sur l'épreuve du 500 mètres. Dans la famille Mudler, Christelle, je demande Michael qui remporte la médaille d'or, mais je demande aussi Ronald, son frère jumeau, qui lui empoche le bronze. Mais c'est une magnifique histoire, ça. C'est magnifique. Oh, ils auraient pu faire ex-aequo quand même, pour des jumeaux quand même. Mais c'est vraiment une très belle histoire. On en a connu quelques-unes des histoires de sœurs, de frères. Ce sont toujours de belles émotions de se retrouver en famille sur un podium olympique. On a pu le vivre avec les sœurs canadiennes lors de la finale des bosses. Et je peux vous dire que du côté des parents, eh bien, ils ont le cœur bien accroché dans les gradins. Oui, et puis la dernière fois où on a pu assister aussi à une histoire pareille, c'était en 84, les jumeaux Phil et Steven Marais qui avaient terminé premier et second du slalom. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. D'ailleurs, le slalom, on en parle tout de suite avec l'Allemande Maria Uffelrich qui réussit le doublé après Vancouver en 2010. Elle prend l'or à nouveau à Sotchi. Pas étonnant que l'Allemagne en ait fait son porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture, Christelle. Et oui, Maria Rich qui est vraiment une grande championne et qui a toutes les chances demain de remporter une médaille, voire l'or, le sacre olympique lors de la descente dames. Et puis, une petite info importante, elle serait, si elle est médaillée demain, en passe de gagner sa concurrente Janica Kostelic, la Croate, qui a 4 médailles de championne olympique.
Donc Maria Rich en est à 3 pour l'instant. Si elle remporte la descente de demain, elle égalerait effectivement la grande championne croate qui tenait ce record. Alors je sais que vous la connaissez bien, Maria. Alors à la veille de la compétition, dans quel état d'esprit est-elle? Est-ce qu'elle vous a confié quelque chose? Un régime spécial? Les athlètes restent quand même très concentrés, très discrets. Ils ne s'éparpillent pas trop. Il y a vraiment uniquement que les conférences de presse par pays attitrées. Et c'est vrai qu'en tout cas, on a vu de belles émotions lors du super combiné où Maria Rich l'a emporté. Je l'ai vu poser quelques larmes dans l'air d'arrivée, enlacer ses entraîneurs. Ce sont toujours des émotions très fortes. C'est une discipline qui n'est pas évidente, le super combiné, et c'est vrai que Maria Rich, en grande championne qu'elle est, elle a toujours réussi à être très polyvalente dans les disciplines, et donc eh bien, je lui souhaite en tout cas demain d'égaler ce record. Merci beaucoup Christelle pour votre expertise, on vous retrouvera régulièrement dans Sport le Mag. Eux, ils ne font pas la une des journaux, ils n'ont pas de grands sponsors derrière eux, et ils n'ont jamais battu de record, et pourtant, eux aussi participent au JO de Sotchi. Eux, ce sont tous ces athlètes méconnus qui se sont battus pour arriver jusqu'en Russie, des sportifs passionnés et courageux qui ont parfois dû eux-mêmes se payer leur billet d'avion, leur portage Dori Baum. C'était le rêve de sa vie. La skieuse canadienne Larissa Yurkiv participe aux JO de Sotchi. Après avoir raté les JO de Vancouver en 2010 à cause d'une grave blessure, la jeune femme de 25 ans, originaire d'Ontario, a été renvoyée de l'équipe canadienne l'année dernière. Un coup dur pour celle qui avait des ambitions olympiques. En avril, le programme au sein duquel je skiais au Canada a perdu ses sponsors. J'ai continué toute seule, j'ai embauché un entraîneur et nous avons réussi à arriver jusqu'ici. Comme beaucoup d'autres athlètes à Sotchi cette année, le chemin de Larissa a été semé d'embûches. Pour réussir à se qualifier en tant que skieuse indépendante, elle a dû payer elle-même son voyage à Sotchi. Elle a utilisé ses économies et a récolté 150 000 $ auprès de sponsors et de donateurs. Larissa a finalement été rappelée par la sélection nationale. Plus rien ne peut empêcher la Canadienne d'atteindre son but. Pas même l'entorse à la cheville dont elle a souffert pendant ses entraînements. J'ai dû surmonter plusieurs obstacles pour arriver ici. J'ai pu tester ma persévérance, c'est sûr, mais je suis vraiment reconnaissante et honorée d'être ici. Larissa Yurkiv n'est pas la seule sportive qui a dû se débrouiller toute seule pour participer aux Jeux. L'équipe de bobsleigh de la Jamaïque n'avait aucun moyen financier pour voyager jusqu'en Russie. Voilà ce qu'on m'a dit. La fédération n'a pas d'argent. C'est le même problème depuis des années. Je me suis retrouvé tout seul. La première chose que je me suis dit, c'est « Mon Dieu, ayez pitié. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Même si Dashiri Dawa Sherpa n'a pas payé lui-même son billet d'avion, les infrastructures sportives limitées de son pays, le Népal, ont joué en sa défaveur. Et pourtant, ce skieur cross-country, qui est maçon de profession, n'aurait raté Sotchi pour rien au monde. Mon but, c'est tout simplement de finir la course, terminer dans de bonnes conditions. Le classement n'a aucune importance pour moi. Pour Sherpa, les Jeux Olympiques ne sont pas un lieu de pure performance, mais plutôt une histoire de valeurs, sportive et humaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle que de records et de médailles, mais je pense que chez la majorité des gens, l'esprit olympique originel est encore là. Je partage cet état d'esprit. Certains sportifs ne sont pas sous le feu des projecteurs à Sotchi, mais ils personnifient l'idée du fondateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas la victoire, mais la compétition. La chose essentielle n'est pas de gagner, mais de participer. Et on leur souhaite des médailles, à eux aussi. Voilà, c'est la fin de cette page Sotchi, mais on continue avec les sports d'hiver. À la montagne, certaines disciplines sont un peu obscures pour le grand public. Le ski halfpipe, le ski slopestyle ou encore le super G, ça vous dit quelque chose? Pour certains d'entre vous, je suis sûre que c'est comme si je parlais chinois. Découverte aujourd'hui de ce ski mal connu, le ski freestyle, qui, malgré son nom, vous allez le voir, a des règles très strictes, très précises. Regardez. Le slopestyle est l'une des disciplines les plus spectaculaires du ski freestyle. Les riders disposent de différents modules pour montrer au jury toute l'étendue de leur talent. Des tremplins ou kickers pour effectuer des sauts et des modules issus du monde du skate comme les barres de slide, les jibs. Mais cette discipline a longtemps été considérée comme marginale et donc peu prise au sérieux. Alors pour les riders, l'arrivée du slopestyle aux Jeux Olympiques marque un vrai tournant.
C'est clair que c'est une sacrée forme de reconnaissance que maintenant tout le monde va un peu connaître ce que c'est que le halfpipe, le slopestyle, comme ça a pu l'être pour le ski cross ou les bosses il y a une vingtaine d'années. Si ce sport est très visuel, il reste difficile à décrypter pour le grand public, car dans ce monde on parle de cork, de 1080, de mute grab ou encore de switch. Explication. Le rider est noté sur 100 points. Les juges vont tout d'abord regarder l'amplitude des sauts et leur technicité, par exemple le nombre de tours effectués en l'air, si le départ ou la réception se fait en avant ou en arrière, le fameux switch. On note aussi les grabs, c'est-à-dire le fait d'attraper l'un de ses skis pendant les rotations. Plus le grab est long, meilleure est la note. Enfin, on note la propreté des réceptions et le style. C'est un sport qui se veut aussi esthétique. Chacun a son propre style de ski, mais c'est quand même important d'avoir le style. C'est par exemple l'aisance que le rider va avoir en l'air. Donc ça, c'est un peu la globalité entre son grab, sa rotation, etc. Ce sport, né aux États-Unis au milieu des années 90, évolue très rapidement, porté par la jeunesse de ses participants. Ainsi, dans l'épreuve de Val Thorens, c'est un petit prodige venu d'Estonie, Kelly Sildaru, qui s'est imposé chez les femmes à tout juste 11 ans. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ces skieurs sont de véritables athlètes qui s'entraînent des heures durant sur des airbags ou dans l'eau avant de tenter leur folle figure sur la neige. L'arrivée du slopestyle aux Jeux Olympiques flatte les riders, mais ils veulent à tout prix conserver le côté fun de leur sport. Nous sommes des athlètes professionnels, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas retirer le côté fun du freestyle. Ça doit rester amusant parce que c'est pour ça qu'on skie, parce que c'est fun et qu'on peut faire ce qu'on veut. Allez, on passe au football direction l'Espagne pour les matchs retour des demi-finales de la Coupe du Roi. Le Real Madrid se déplace chez son voisin et grand rival, l'Atlético Madrid. Le voyage ne sera pas long jusqu'au Vicente Calderón, mais ça risque d'être très très chaud. Pour rappel, au match aller, la Casablanca s'était imposée sur un score fleuve, 3-0. Les hommes de Diego Simeone vont devoir créer l'exploit pour se qualifier. Une victoire des Rouges et Blancs est très peu probable, mais Carlo Ancelotti préfère rester prudent et ne pas crier victoire trop vite. Je propose tout de suite de l'écouter. Nous n'avons pas besoin de changer notre style ni notre philosophie. Nous voulons jouer au même niveau qu'au match aller, avec intensité et en prenant le contrôle du jeu. Nous n'avons pas besoin de changer pour ce genre de match. Bien évidemment, notre but, c'est de jouer la finale et nous ferons de notre mieux. Et dans l'autre rencontre de ces demi-finales, le Barça part avec un net avantage puisque les Catalans s'étaient imposés 2-0, rappelez-vous, au Camp Nou. On s'achemine doucement mais sûrement vers un classico pour la finale de la Coupe du Roi. Allez, on passe tout de suite au football anglais avec la 26e journée de Première Ligue. Le nouveau leader du classement, le Chelsea de José Mourinho, se déplace sur le terrain de West Bromwich, le club de Nicolas Anelka. Les Blues espèrent continuer à dominer le Royaume-Uni, mais pour le moment, José Mourinho ne préfère pas parler de victoire finale. Écoutez-le. Parler de la fin de saison, c'est très compliqué, parce qu'entre le premier et le quatrième, il n'y a que 6 points. 6 points, c'est l'équivalent de 2 matchs. 2 matchs, quand il en reste 13 à jouer, ce n'est rien. Mathématiquement, et même sans faire de calcul, je pense que les 4 premiers du classement peuvent remporter le titre. Et dans les autres rencontres de cette journée, choc à l'Emirates Stadium entre Arsenal et Manchester United, 2 équipes qui ont besoin de rebondir, alors que Manchester City reçoit Sunderland pour se relancer. On s'envole pour le Portugal maintenant au sens propre comme au sens figuré. Vous allez le voir sur ces images, des vents très violents ont soufflé sur le stade de la Luz à Lisbonne, la pire tempête qui ait touché la capitale portugaise depuis ces dernières années. C'était un soir de derby à Lisbonne entre le Benfica et le Sporting. Tout le monde s'est échauffé, les esprits et le temps du jamais vu. Des morceaux de toiture ont commencé à tomber, le match a été annulé, les spectateurs ont été évacués. Je vous rappelle que ce stade accueillera la finale de la Ligue des Champions, mais a priori c'est en mai, le climat sera sans doute meilleur, en tout cas on l'espère. Et puis on part maintenant au Brésil, la Coupe du Monde arrive à grands pas, mais le stade Arena d'Amazonie n'est toujours pas terminé, il devait être livré ce mois-ci, mais le chantier est loin d'être fini. Ce stade construit dans la ville de Manaus, la plus grande ville d'Amazonie. C'est la 2e fois que la date d'inauguration est reportée. Je vous rappelle que 3 ouvriers sont morts pendant les travaux. Le dernier accident concerne un chef de chantier dont nous vous en avons parlé dans cette émission, sur qui une grue était tombée, de mauvais présages avant la Coupe du Monde. Et puis des nouvelles de Falcao, le joueur de Monaco
qui s'est récemment fait opérer des ligaments croisés. Je vous rappelle qu'il n'est pas sûr de participer à la Coupe du Monde cet été. Eh bien, le personnel de l'hôpital où il séjourne a tenu à lui fêter son anniversaire. Il a 28 ans. Falcao est donc bien entouré. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis une page golf. À présent, une fois n'est pas coutume, on s'intéresse au golfeur. Cheyenne Woods a remporté le Master d'Australie. Sa première victoire en golf professionnel à 23 ans, la nièce de la star de la discipline. Tiger Woods a éliminé la joueuse Minjee Lee. Cheyenne a gagné 51 000 $. Pas mal pour un premier trophée, surtout qu'elle n'est passée professionnelle qu'en 2012. Comme quoi, le golf, dans cette famille, c'est une vraie passion. Elle a dû faire plaisir à son tonton. Prochain tournoi à l'Open féminin d'Australie à Victoria. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur i24 News.